Dans un monde d'acier et de verre, Hélène Dubois était un fantôme, l'agente d'entretien qui portait en elle la sagesse de la Terre. Et au cœur de cet empire, Arthur Renault, le milliardaire qui avait promis de réécrire la nature, tomba à genoux, victime d'un mal que sa propre science ne pouvait nommer. 20 des plus grands experts du monde l'entouraient, aveugles à la vérité. Mais ce fut elle, armée du savoir de sa grand-mère, qui trouva le remède dans une seule feuille oubliée, prouvant que, parfois, il faut regarder le passé pour sauver l'avenir. L'air dans la biosphère 7 était froid et sentait le métal, pas la terre. Avec un sourire confiant, Arthur guidait les investisseurs. « Ici, nous n'attendons pas la nature, nous la commandons. » Sa voix résonnait sous le dôme de verre. Il désigna un pot isolé où une plante solitaire présentait des feuilles aux taches étranges. « Un échec mineur, » dit-il avec dédain. « Même la perfection a ses anomalies. » Mais, en se retournant, un vertige le frappa comme la foudre. L'air devint lourd, sa vision se brouilla. L'arrogance sur son visage laissa place à un masque de pure panique. Il tenta de parler, mais seul un son étouffé s'échappa avant que ses genoux ne cèdent. Le bruit sourd de son corps sur le sol blanc et stérile fut la seule réponse. « Faites quelque chose !» hurla la docteure Evelyne Lambert, la directrice des scientifiques, mais sa voix n'était qu'un écho dans le chaos. Là, le monde d'Arthur cessa de tourner. Au loin, à travers les panneaux de verre qu'elle avait elle-même nettoyés ce matin-là, Hélène vit l'agitation. Pour les autres, c'était la panique. Pour elle, c'était un bruit étrange, une dissonance dans la routine silencieuse de son travail. Elle ne se contentait pas de nettoyer les sols de cet institut. Elle veillait sur un monde qui n'était pas le sien, un monde qui avait oublié l'odeur de la vraie terre. Sa grand-mère disait toujours que chaque plante avait une voix, il suffisait d'avoir l'âme tranquille pour l'entendre. Hélène avait grandi les mains dans la terre, apprenant à lire les secrets dans les nervures d'une feuille, à sentir la promesse de la pluie dans l'air, à comprendre que le remède et le poison naissent souvent de la même branche. Ce savoir était son seul héritage, un trésor que le progrès qualifiait de folklore. Et le progrès, pour Hélène, avait un goût amer. Des années plus tôt, c'était une solution innovante, un pesticide chimique vendu comme un miracle qui avait rendu stérile la terre de sa famille, lui volant son passé et la forçant à chercher un avenir au milieu du béton. Maintenant, elle marchait dans des couloirs qui puaient le désinfectant, observant les scientifiques en blouse blanche traiter la nature comme un code à déchiffrer et à réécrire. Il parlait de brevets, de rentabilité, de domination. Personne ne parlait de respect, d'équilibre. Personne n'écoutait ce que disaient les plantes. Dans son chariot de nettoyage, caché sous les chiffons, elle gardait le petit carnet de notes de sa grand-mère, un acte de rébellion silencieux. Elle voyait le génie d'Arthur et de son équipe, non comme une solution, mais comme un danger imminent. C'était la même arrogance, la même certitude aveugle qui avait empoisonné sa terre. Pendant que les experts couraient dans une direction, les yeux d'Hélène se fixèrent sur l'autre, sur le petit pot oublié, sur la plante malade qu'Arthur avait méprisée quelques instants plus tôt. Elle ne voyait pas une erreur de calcul. Elle voyait un avertissement, et elle sut, avec une certitude qui lui glaça l'âme, que l'effondrement de cet empire n'était pas un mystère. Il avait commencé là. Cet avertissement sur la feuille tachetée ne concernait pas seulement la maladie d'Arthur. Pour Hélène, il concernait tout. Il concernait la terre qu'elle avait perdue, l'écho d'une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Quand elle fermait les yeux, dans le silence du vestiaire ou le bourdonnement du couloir vide, elle n'était pas là. Elle était de retour à la ferme, sentant l'odeur de la terre humide et le contact rugueux des feuilles de maïs. Elle pouvait entendre la voix de sa grand-mère, ferme comme la racine d'un vieil arbre, lui enseigner. « La terre ne t'appartient pas, petite, » disait-elle, les mains pleines de graines. « C'est toi qui lui appartiens. Prends-en soin, et elle prendra toujours soin de toi. » Et elles en prirent soin. Jusqu'au jour où les hommes en blouse blanche arrivèrent, promettant des récoltes miraculeuses avec leurs poudres et leurs liquides colorés. En 1 an, la terre était épuisée. La 2e année, malade. La 3e, morte. Un désert silencieux
là où il y avait eu la vie. Le désir qui brûlait dans la poitrine d'Hélène, le moteur qui la faisait se lever chaque jour pour nettoyer la saleté d'un monde qui la méprisait, n'était pas pour une vie de luxe. C'était un rêve plus profond, plus tenace. C'était le désir de rentrer chez elle. Pas à la maison qui existait maintenant, un champ stérile vendu pour une bouchée de pain, mais à la maison qui pourrait être. Elle rêvait de racheter chaque hectare de cette terre. Elle s'imaginait à genoux, non pour frotter le sol des autres, mais pour sentir le pouls de sa propre terre sous la paume de ses mains. Elle voulait arracher les mauvaises herbes de l'arrogance et planter, une par une, les graines de la sagesse de sa grand-mère. Chaque centime qu'elle économisait de son salaire était une goutte d'espoir dans cet océan d'impossibilités. Comment une agente d'entretien, une femme invisible, pourrait-elle inverser les dommages causés par des géants? Comment pourrait-elle, seule, guérir une terre que la science moderne avait assassinée? Mais sa grand-mère lui avait aussi enseigné la patience. Comment la plus petite des graines, avec le temps et les soins appropriés, peut fissurer le roc le plus dur? Pour Hélène, restaurer cette terre était plus que de l'agriculture. C'était un acte de résurrection. C'était prouver à elle-même et à un monde qui ne voulait pas écouter que la sagesse de ses ancêtres n'était pas une relique inutile. C'était une science vivante, une forme de guérison. La vraie réponse, pendant que les experts de l'Institut cherchaient à sauver un homme avec des machines et des composés synthétiques, Hélène rêvait de sauver un morceau du monde avec respect et mémoire. La maladie qui avait terrassé Arthur n'était pour elle qu'un symptôme de la maladie plus grande qu'elle voyait tous les jours. L'orgueil de se croire plus malin que la nature. Le remède pour cet homme, elle le sentait dans ses os, était fondamentalement lié au remède pour sa propre terre. Si elle pouvait prouver que le savoir de sa grand-mère pouvait sauver le milliardaire le plus puissant de cet endroit, alors, peut-être, juste peut-être, le monde finirait par croire que ce même savoir pouvait sauver le reste. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de dignité, la dignité de la terre, la dignité de son histoire, et enfin, la sienne. Ce désir était ce qui la maintenait debout, ce qui la faisait continuer, nettoyant les couloirs d'un empire qui, sans le savoir, contenait à la fois le poison et la clé de la rédemption qu'elle cherchait si désespérément. Mais le désir d'Hélène était une braise dans un monde qui ne comprenait que les incendies, et le feu, dans l'aile médicale improvisée pour Arthur, était complètement hors de contrôle. 20 des plus grands spécialistes de la planète, convoqués en urgence, avaient transformé la suite d'invités en centre de commandement. Des écrans clignotaient avec des données indéchiffrables et des machines à plusieurs millions de dollars bourdonnaient jour et nuit, analysant chaque goutte de son sang, chaque particule d'air qu'il respirait. Le diagnostic cependant restait le même. Rien. Aucun poison connu. Aucune bactérie exotique. Aucun virus répertorié. La frustration était un acide qui rongeait l'atmosphère de génie. La séquence génomique est propre, disait un expert allemand, la voix tendue. Les panels de toxicologie sont une impasse, répondait une médecin de Harvard en se frottant les yeux fatigués. La Drelambert, avec des cernes profonds et une expression sombre, arpentait la pièce, sa confiance s'évaporant à chaque bip des machines. « Ce n'est pas une maladie ordinaire », déclara-t-elle à son équipe. « C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de conçu. Pensez aux armes biologiques, au sabotage industriel. » Ils plongèrent dans un océan de théories complexes, toutes plus rares et improbables les unes que les autres. Pendant qu'ils chassaient des fantômes dans leurs ordinateurs, Hélène chassait la vérité avec ses sens. En nettoyant la chambre, après une autre des crises d'Arthur, elle le sentit. Une odeur faible, presque imperceptible, sous l'odeur forte d'antiseptique. C'était doux, mais avec une note terreuse, un arôme de pourriture noble et dangereuse. L'odeur de la décomposition lui avait appris sa grand-mère. L'odeur d'un champignon spécifique qui prospère dans les environnements clos, riche en matière organique et pauvre en lumière du soleil. Elle regarda les mains d'Arthur qui reposaient inertes sur les draps de coton égyptiens. Ses ongles avaient une teinte bleutée, presque grise. Sa peau,
sous la lumière froide des lampes médicales, avait un éclat cireux, comme un fruit qui commence à pourrir de l'intérieur. Chacun de ces signes était un mot dans une phrase qu'elle seule pouvait lire, et elle essaya de parler. En voyant un jeune interne épuisé, elle commenta de la manière la plus désinvolte possible. « Ma grand-mère disait que l'odeur d'une maladie est le premier signal d'alarme. » L'interne la regarda avec un mélange de fatigue et de mépris. « S'il vous plaît, madame, ne contaminez pas la zone. Retournez à votre travail. » À une autre occasion, elle laissa le carnet de sa grand-mère ouvert sur une page avec le dessin détaillé du champignon sur une table d'appoint dans l'espoir que quelqu'un le verrait. Une infirmière pressée prit le carnet, supposa que c'était un déchet oublié par un parent et le jeta sans réfléchir. Hélène le récupéra de la poubelle plus tard, cette nuit-là, le cœur serré, la page froissée comme son espoir. À chaque porte fermée, à chaque regard de dédain, le gouffre entre son savoir et leur ignorance se creusait. Ils étaient les génies. Elle n'était que la femme qui nettoyait les traces de leur échec. Et pendant qu'ils se perdaient dans leurs théories abracadabrantes, la respiration d'Arthur s'affaiblissait, et la vérité, si simple et organique, continuait de croître silencieusement dans le pot oublié de la biosphère 7. 2 semaines passèrent. 2 semaines pendant lesquelles le monde d'Arthur se réduisit à une chambre blanche, et le monde d'Hélène se résuma à observer de loin l'échec des brillants esprits. La patience que sa grand-mère lui avait enseignée s'épuisait, rongée par l'urgence de la mort qu'elle sentait approcher. La goutte d'eau qui fit déborder le vase prit la forme d'une conférence de presse. Le hall principal de l'Institut, normalement un espace de calme et d'admiration, s'était transformé en cirque. Des dizaines de journalistes, avec leurs caméras et leurs micros, se bousculaient, affamés de la moindre miette d'information. Hélène regardait de loin, à côté de son chariot de nettoyage, une silhouette grise et invisible à la périphérie du chaos. Elle n'entendait pas les questions. Elle entendait le tic-tac de l'horloge, le temps d'Arthur qui s'écoulait. Sur l'estrade, la Derelambert, dans un tailleur coûteux et le visage maquillé pour cacher l'épuisement des nuits blanches, parlait avec une autorité forcée. « Nous explorons toutes les pistes, menaces microscopiques, technologie de pointe. » Les mots étaient creux, un jargon pour combler le vide des réponses. Hélène le savait. Le temps ne se comptait plus en jours, mais en heures. Chaque crise convulsive laissait Arthur plus faible, sa conscience plus lointaine. C'était la dernière chance, la dernière occasion pour que la voix de sa grand-mère soit entendue. Alors, elle prit une décision. Ce ne fut pas un acte de courage calculé, mais de pure et viscérale désespérance. Elle laissa son chariot derrière elle, le symbole de sa place dans le monde, et se mit à marcher. La mer de costumes et d'équipements s'ouvrit devant elle, non par respect, mais par une perplexité silencieuse. Qui était cette femme, avec son uniforme simple, ses cheveux attachés à la va-vite et son visage marqué par l'inquiétude? Dans sa main, elle tenait la cause de tout, une seule feuille flétrie et tachetée. Un morceau de nature brute et malade au milieu de ce temple de la science aseptisée. Elle arriva au pied de la Seine au moment où la Derelambert faisait une pause pour boire de l'eau. « Docteur !» La voix d'Hélène sortit basse, mais trancha l'air comme une lame. « Docteur Lambert !» La scientifique se retourna, ses yeux foudroyant Hélène d'une incrédulité hostile. « Que signifie ceci? Qui vous a autorisé à... » « C'est la plante, » dit Hélène, sa voix gagnant une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle tendit la feuille d'une main tremblante. « Le champignon, il n'est pas dans l'air, il est dans la terre. Il libère des spores qui, inhalés en grande quantité. » La Derelambert jeta un coup d'œil à la feuille, puis à Hélène, et un sourire de pur dédain et de soulagement d'avoir une cible pour sa frustration, se dessina sur ses lèvres. Elle se pencha vers le micro, et sa voix, maintenant glaciale et tranchante, résonna dans le hall. « Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour l'interruption. » Un rire nerveux et contenu parcourut la foule. Il semble que le personnel de nettoyage ait ses propres théories botaniques. Elle marqua une pause dramatique, savourant le moment. Pendant que nous utilisons des séquenceurs génomiques et l'intelligence artificielle pour analyser cette crise, cette dame nous apporte une feuille sale. Elle toisa Hélène de la tête aux pieds,
comme si elle analysait une espèce inférieure. Peut-être devrions-nous tester si le problème peut être résolu avec une serpillière et un peu d'eau de Javel. L'humiliation fut instantanée, brutale et publique. Les caméras, autrefois focalisées sur la docteure, se tournèrent vers Hélène. Les flashs crépitèrent comme des armes, capturant son visage en feu, les larmes qui montaient et qu'elle refusait de verser. Le rire de quelques journalistes fut comme une gifle. Mais le silence qui suivit fut pire. Ce fut le silence de la confirmation. Elle n'était personne, une folle. Une blague. Un agent de sécurité costaud s'approcha, son contact sur son bras fut étonnamment doux. « Madame, s'il vous plaît, venez avec moi. » Alors qu'on l'emmenait, passant devant les visages curieux, indifférents et amusés, elle jeta un dernier regard en arrière. Elle vit la Dreux-Lambert rajuster son blazer, reprenant sa posture d'autorité, comme si elle venait d'écraser un insecte agaçant. Personne ne regarda la feuille qui était tombée par terre, déjà piétinée. Personne ne s'en soucia. À cet instant, au sommet de son invisibilité, Hélène ne ressentit pas seulement la honte. Elle ressentit la mort d'Arthur, comme si c'était la sienne. Parce que le monde, ce jour-là, avait choisi l'arrogance plutôt que la vérité. Et la vérité était maintenant balayée sous le tapis, littéralement. L'agent de sécurité la laissa au bout d'un couloir de service, loin des regards du monde. « Je suis désolé », murmura-t-il, incapable de la regarder, avant de disparaître à nouveau vers l'épicentre du chaos. Le son étouffé de la conférence de presse devint un écho lointain, la bande-son d'un univers auquel elle n'appartenait définitivement pas. Et puis vint le silence, un silence lourd, oppressant, qui pesait sur ses épaules et remplissait ses poumons de poussière. Elle n'alla pas au vestiaire du personnel. Instinctivement, elle chercha le seul endroit qui était vraiment le sien, le local d'entretien. L'odeur de cire, de désinfectant et de chiffons humides l'enveloppa comme une étreinte froide et familière. Elle ferma la porte, plongeant dans la pénombre, et glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, à côté de seaux renversés et de balais alignés comme des soldats vaincus. Et là, dans la sécurité de l'invisibilité, la scène se rejoua dans son esprit en une boucle cruelle et infinie. Le sourire narquois de la Dreux-Lambert. La phrase dite au micro pour que le monde entier l'entende. Une feuille sale. Le rire nerveux de la foule. Résolu avec une serpillière. Les flashs des appareils photo qui n'éclairaient pas, mais aveuglaient et marquaient au fer rouge son insignifiance. La honte était une fièvre qui la consumait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement la honte d'elle-même, mais de tout ce qu'elle représentait. Sa grand-mère n'était-elle qu'une vieille femme, pleine d'histoires et de croyances, qui ne servait à rien dans le monde réel? Avait-elle, Hélène, hérité non pas d'une sagesse, mais d'une forme de folie? Ce savoir, qu'elle avait un jour considéré comme son plus grand trésor, semblait maintenant une malédiction, une illusion dangereuse qui l'avait conduite à s'exposer pour être publiquement écrasée. Elle regarda ses propres mains, des mains qui savaient distinguer des dizaines de types de terre au toucher, qui connaissaient le bon moment pour récolter, qui sentaient la fièvre d'une plante malade. Maintenant, tout ce qu'elle voyait, c'était des mains de femmes de ménage. Des mains faites pour tenir une raclette, pour nettoyer la saleté des autres, pour rester invisible. Dans sa poche, la feuille qu'elle avait réussi à ramasser avant d'être emmenée était froissée, une relique brisée de sa bêtise. Elle la serra fort dans sa paume, sentant les fines tiges se briser, la dernière trace de son courage se désagrégeant en poussière. Abandonnée, la pensée ne vint pas comme une défaite, mais comme un soulagement. Partir de cet endroit, retourner à la grande ville, trouver un autre travail de nettoyage dans un immeuble quelconque, où les plantes seraient en plastique et les gens n'auraient pas de nom. Oublier Arthur, oublier la ferme, oublier la promesse qu'elle avait faite à sa grand-mère sur son lit de mort. Ce serait plus facile, ce serait indolore. L'oubli était la seule anesthésie qui lui restait. Elle se leva, les muscles raides, décidée. Elle prendrait ses quelques affaires dans son casier et disparaîtrait dans la nuit. Personne ne remarquerait même son absence le lendemain. En chemin, elle passa par la salle de pause des employés.
Une petite télévision, suspendue au mur, était allumée sur les informations. Et là, il y avait son visage. L'image, granuleuse et déformée par la caméra d'un téléphone portable, la faisait ressembler à une étrangère effrayée. Le bandeau à l'écran disait « Une femme non identifiée interrompt la conférence sur l'affaire Renault ». Un expert en sécurité analysait le cas, suggérant un possible déséquilibre, peut-être une ancienne employée rancunière. Il n'avait pas seulement effacé sa théorie, il lui avait volé son identité, sa santé mentale. Et puis, la nouvelle qui scella son désespoir. La présentatrice, d'une expression grave, annonça « Des sources internes à l'Institut confirment que l'état de santé d'Arthur Renault s'est considérablement aggravé ces dernières heures. Les médecins jugent son état extrêmement critique. L'air lui manqua. Elle ne l'avait pas sauvé. Elle l'avait condamné. Sa tentative pathétique, son interruption, avait peut-être retardé une autre action désespérée des médecins. Le poids de cette culpabilité était infiniment plus lourd que l'humiliation. C'était insupportable. Elle fit demi-tour, trébuchant sur ses propres pieds, et retourna dans l'obscurité du local d'entretien. Elle s'effondra sur le sol et, pour la première fois, pleura. Des pleurs silencieux, sans un son, d'une désolation pure et absolue, les larmes traçant des chemins propres sur son visage, souillé de poussière et de défaite. C'est une sensation terrible, n'est-ce pas? Porter une certitude dans son cœur et être traité de fou. Avoir la réponse et être réduit au silence, non par manque de logique, mais par pur préjugé. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Complètement invisible, tout en sachant que vous pouviez faire la différence? Si vous comprenez cette douleur, si vous avez déjà dû ravaler vos larmes et vous sentir petit, écrivez le mot « oui » dans les commentaires. Juste pour que je sache que vous êtes là, que vous ressentez la solitude d'Hélène. Dans l'obscurité froide du local, Hélène se laissa sombrer dans le puits du désespoir. Chaque larme silencieuse était la confirmation de sa défaite, le sceau de son insignifiance. Mais parfois, c'est au fond du puits que l'on trouve la force de lever les yeux. La faible lumière qui filtrait par l'entrebâillement de la porte ne venait pas du couloir. Elle vint sous la forme d'un espoir qu'elle n'attendait plus, un léger coup à la porte. Hélène, la voix était jeune, hésitante. C'était Léo Moreau, le technicien de laboratoire, celui-là même qu'il avait vu être humilié publiquement. Elle ne répondit pas. Elle resta recroquevillée, souhaitant que le sol l'avale. La porte s'ouvrit un peu plus. Léo la vit là, par terre, et son visage se remplit d'une compassion sincère, sans une once de pitié ou de supériorité. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, » dit-il à voix basse. « C'était mal, injuste. » Hélène se contenta de le regarder, les yeux rouges et gonflés. « Vous venez vous moquer de moi aussi, ou me dire de retourner au travail ?» L'amertume dans sa voix était une forteresse. « Non, » dit Léo, et à sa grande surprise, il s'accroupit, se mettant à son niveau, un geste de respect qui la désarma. « Je suis venu parce que je pense que vous avez raison. » Il sortit de la poche de sa blouse un petit sachet en plastique zippé. À l'intérieur se trouvait la feuille froissée. Je l'ai ramassée par terre, après tout ça. Je ne suis pas un botaniste chevronné, mais j'ai accès à un spectromètre. J'ai fait une analyse préliminaire de mon côté. Il marqua une pause, les yeux fixés dans les siens. Il y a ici des spores d'un champignon qui ne figurent pas dans notre base de données. Un champignon qui, chimiquement, ressemble beaucoup à certaines neurotoxines à action lente. Hélène regarda le sachet, puis le visage sérieux et anxieux de Léo. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un la regardait sans dédain, sans pitié. Quelqu'un la regardait comme son égal. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, la voix un murmure rauque. « Parce que je viens de la campagne, moi aussi. » dit Léo avec un demi-sourire. « Ma grand-mère n'avait pas de carnet, mais elle m'a appris à observer. Et je vous ai observé ces derniers mois. J'ai vu la façon dont vous regardez les plantes. Vous ne voyez pas des projets ou des codes génétiques. Vous voyez la vie. Et j'ai vu la certitude dans vos yeux aujourd'hui. La certitude, ça ne s'invente pas. » Le mur de glace autour du cœur d'Hélène commença à se fissurer. Lentement,
Comme si elle révélait un secret sacré, elle se leva, se dirigea vers son casier et prit le carnet élimé de sa grand-mère, le carnet que l'infirmière avait jeté à la poubelle. Elle l'ouvrit à une page jaunie avec des dessins détaillés faits à la main. Champignons de l'ombre pâle, lut-elle le titre que sa grand-mère avait écrit des décennies auparavant. Il ne tue pas vite, il endort la vie petit à petit. Il entre par les poumons, attaque les nerfs, il donne à la peau un aspect de cire et laisse une odeur douce de terre mouillée dans la laine. Léo se pencha, ses yeux parcourant les dessins et les notes avec une fascination scientifique. Ça décrit parfaitement les symptômes d'Arthur qui n'apparaissent dans aucun examen. Il montra les notes à côté d'un autre dessin. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?»« L'antidote, » répondit Hélène, sa voix retrouvant un peu de son ancienne fermeté. Une combinaison de 3 autres plantes, une pour neutraliser la toxine, une autre pour purifier le sang et une 3e pour renforcer le cœur. Elle traça le dessin d'une racine avec son doigt. Mais la récolte, les proportions et le mélange doivent être faits au bon moment, de la bonne manière. La moindre erreur, et le remède devient un poison. « Hélène, c'est brillant », dit Léo, les yeux pétillants d'admiration. « Ce n'est pas du folklore, c'est de la science. C'est de l'ethnobotanique de très haut niveau. »« Ils ne nous écouteront jamais, » dit-elle, la lourde réalité revenant. « La Dreux-Lambert m'a humiliée. Pour eux, je suis folle. Peut-être, » acquiesça Léo en se levant. « Mais je ne suis pas comme eux. Je vous crois. J'ai accès au laboratoire, aux équipements. Vous avez le savoir. Et si nous n'avions pas besoin de leur permission ?» Hélène le fixa, une nouvelle flamme s'allumant dans ses yeux. L'humiliation faisait encore mal, mais ce n'était plus une douleur solitaire. C'était une injustice partagée. « Ce serait risqué, dit-elle. Nous pourrions perdre notre emploi. Arthur perdra la vie si nous ne faisons rien, » répondit Léo, avec une conviction qui les surprit tous les deux. « Je vous aide. Je serai vos mains et vos yeux dans le laboratoire. Vous serez le cerveau. Qu'en dites-vous » Hélène regarda le carnet de sa grand-mère, l'héritage de sa famille, puis le jeune scientifique en face d'elle. L'espoir était une plante fragile, mais pour la première fois depuis longtemps, il trouvait un sol fertile et quelqu'un prêt à l'arroser avec elle. Cet espoir retrouvé était un fil de lumière, et ils le suivirent dans l'obscurité des couloirs de l'Institut. Léo les guida vers une aile oubliée, vers un laboratoire qui n'était plus utilisé depuis des années. Laboratoire de botanique classique, indiquait la plaque poussiéreuse sur la porte. L'air à l'intérieur ne sentait pas le désinfectant, mais la poussière, les vieux livres et la terre sèche. C'était parfait. Et là, au milieu des vieilles paillasses et des équipements analogiques, le pouvoir changea de main. Hélène n'était plus l'agente d'entretien. Elle était le maître. Le carnet de sa grand-mère, ouvert sur une table en pierre, était le protocole à suivre. Et Léo, avec son diplôme et sa formation technique, devint l'apprenti le plus dévoué du monde. « Non, n'utilise pas le broyeur électrique, » dit-elle, la voix étonnamment ferme, en le voyant sur le point de pulvériser une racine rare. « Il chauffe trop, il altère les propriétés. Utilise le pilon en pierre. La force doit être constante, le rythme est important, sans la fibre qui se brise. » Léo obéit sans poser de questions. Sous la lumière jaunâtre d'une unique ampoule, ils commencèrent la course contre la montre. Le jour, Hélène était l'ombre dans son uniforme, mais maintenant, ses yeux ne voyaient plus seulement la saleté. Ils cartographiaient l'emplacement des plantes dont ils avaient besoin. La nuit, elle guidait Léo dans des incursions silencieuses dans les serres principales. Il désactivait les capteurs de proximité pendant 60 secondes. Elle, avec l'agilité de quelqu'un qui connaît le terrain, cueillait les feuilles, les racines et les fleurs exactes, dont beaucoup étaient classés comme de mauvaises herbes ou des spécimens sans valeur par l'équipe de recherche. De retour dans leur sanctuaire, le rituel commençait. Hélène enseignait à Léo la science de sa grand-mère, une science des odeurs, des textures, de l'intuition et de la patience. Il mesurait le pH avec un appareil numérique. Elle le confirmait avec le goût d'une seule goutte sur le bout de la langue. Il utilisait un microscope pour analyser la structure cellulaire d'une infusion. Elle l'évaluait par sa couleur et la façon dont la lumière la traversait, un savoir qu'aucune machine ne pouvait reproduire.
Le premier lot de l'antidote échoua. Le mélange, qui aurait dû avoir une couleur d'ambre profond et une odeur douce, devint trouble, avec une odeur légèrement âcre. « Ce n'est pas bon, dit Hélène, le cœur serré. Léo vérifia les données sur sa tablette, mais les proportions sont exactes, la température, tout comme vous avez dit. Hélène prit une des feuilles qu'ils avaient utilisées, la porta à son nez et ferma les yeux. C'est celle-ci, elle est contaminée, ils ont utilisé un pesticide systémique dessus. Je sens l'odeur, une trace chimique. C'est presque rien, mais assez pour empoisonner le remède. Ils durent tout recommencer, cette fois en utilisant une plante sauvage qu'Hélène trouva poussant obstinément à l'extérieur du mur de l'Institut, loin du contrôle de la Dreux Lambert. L'obstination de la nature, pensa-t-elle, était sa plus grande alliée. Une autre nuit, le bruit de pas dans le couloir les figea, un gardien de nuit faisant sa ronde de routine. En quelques secondes, ils cachèrent tout dans une armoire en acier, éteignirent la lumière et se blottirent dans l'obscurité, retenant leur souffle tandis que le faisceau de la lampe de poche du gardien balayait la fente vitrée de la porte. Le cœur d'Hélène battait la chamade contre ses côtes, mais c'était une peur différente de celle de l'humiliation. C'était la peur de l'action, de l'adrénaline, du combat. C'était une peur qui la faisait se sentir vivante. Finalement, après 3 nuits de travail acharné, ils réussirent. Dans une petite fiole en verre reposait un liquide sombre et translucide, qui semblait contenir la lumière de la lune. Il avait la bonne odeur, la bonne couleur, le bon poids. Léo regarda la petite quantité de liquide. « C'est si peu. »« C'est assez, » dit Hélène, avec la sagesse de génération dans sa voix. La nature n'a pas besoin de grand-chose pour être puissante. Ils se regardèrent par-dessus la paillasse du laboratoire. La fatigue, la peur, l'adrénaline. Tout se résumait à cet instant, à cette petite fiole. Il n'était plus un technicien de laboratoire et une agente d'entretien. Ils étaient une équipe. Ils étaient le seul espoir d'Arthur. Et ils savaient, avec une certitude terrifiante et exaltante, que le prochain pas serait sans retour. La petite fiole de verre dans la main d'Hélène semblait peser 1 tonne. Ce n'était pas seulement un remède, c'était l'héritage de sa grand-mère, le courage nouvellement découvert de Léo, et sa seule et dernière chance de rédemption. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Une alarme aiguë et stridente retentit dans les couloirs, un son qu'ils avaient appris à redouter. Le code rouge. Le cœur d'Arthur était en train de s'arrêter. « C'est maintenant », dit Léo, le visage pâle, mais les yeux déterminés. Hélène hocha la tête. Un calme froid et surprenant s'emparant d'elle. Ils quittèrent le laboratoire oublié et marchèrent dans les couloirs blancs et brillants. Cette fois, Hélène ne marchait pas comme une servante, recroquevillée dans l'ombre. Ses épaules étaient droites, son menton relevé. Les employés qui la croisaient, attirés par l'alarme, ne voyaient pas l'agente d'entretien, mais une femme en mission, et ils s'écartaient instinctivement, comme s'ils sentaient l'urgence dans son regard. La porte de l'aile médicale s'ouvrit sur une scène de chaos contrôlé. Les moniteurs bipaient à un rythme frénétique et désespéré. Une symphonie de la mort imminente. 20 des meilleurs médecins du monde s'agitaient avec une urgence qui frisait la panique. « La pression chute! Il ne tiendra pas !» cria l'un d'eux. « Préparez le protocole expérimental X7 !» ordonna la Dreux Lambert, tenant une seringue remplie d'un liquide bleuâtre et menaçant. « C'est notre seule chance. »« Non !» La voix d'Hélène retentit, claire et puissante, couvrant le bruit des alarmes. Le temps sembla se figer. Tout le monde se retourna, stupéfait, comme si une statue venait de parler. Hélène marcha d'un pas ferme jusqu'au centre de la pièce, s'arrêtant juste entre la Dreux Lambert et le lit d'Arthur. Léo était juste derrière elle, sa tablette à la main comme un bouclier. « Si vous lui injectez ça, vous le tuerez », dit Hélène, les yeux fixés sur ceux de la Dreux Lambert, sans ciller. La rage sur le visage de la scientifique fut volcanique. « Sécurité! Sortez-moi cette femme d'ici! Maintenant! Elle délire !» Mais Hélène ne bougea pas. Sa voix resta calme, mais chargée d'une autorité que personne là-bas n'avait jamais entendue. « Son corps n'est pas malade, docteur. Il est empoisonné, lentement, par les spores d'un champignon neurotoxique, l'Umbra pallidus. Il était dans le pot que M. Renaud a méprisé ce jour-là.
Un champignon qui n'apparaît pas dans vos analyses parce que vous ne saviez pas quoi chercher, parce que vous étiez trop occupé à chercher des maladies rares et impressionnantes. Elle leva la petite fiole. Vos médicaments expérimentaux ne sont qu'un poison de plus pour un système déjà à l'agonie. Ce dont il a besoin, ce n'est pas plus de chimie. Il a besoin de l'antidote de la nature. Derrière elle, Léo projeta une image sur le mur blanc. La structure moléculaire complexe des spores et à côté, les notes et les dessins du carnet d'Hélène. « Les données sont compatibles », dit Léo, la voix ferme. « Son analyse est correcte. La toxine atteint le système nerveux central. »« C'est de la folie !» hurla la Drelambert, le visage rouge de fureur. « Vous voulez que je confie la vie d'un homme comme Arthur Renaud à une tisane préparée par la femme de ménage? Vous êtes devenu fou! C'est mieux que de se fier à un coup de poker qui arrêtera son cœur pour de bon. » La voix venait d'un des autres médecins, un spécialiste de Tokyo, qui était resté silencieux jusqu'alors. « Evelyne, nous avons échoué. Pendant 2 semaines, nous avons échoué. Regardez-le !» Tout le monde regarda Arthur. Sa poitrine bougeait à peine. Le moniteur cardiaque montrait une ligne tremblante, presque plate. La mort ne frappait plus à la porte. Elle était déjà dans la chambre. La Drelambert regarda la seringue dans sa main, son cocktail chimique, son dernier pari désespéré pour sauver sa réputation. Puis elle regarda la petite fiole dans la main d'Hélène, un liquide sombre qui représentait tout ce qu'elle méprisait. Le savoir empirique, la simplicité, la sagesse qui ne venait pas d'un diplôme d'une université d'élite. Le silence dans la pièce était absolu, rompu seulement par le bip moribond et pathétique du moniteur. D'un geste de fureur et de défaite absolue, elle jeta sa seringue sur le plateau en métal, avec un bruit strident. « Faites-le » cracha-t-elle les mots, le venin dans sa voix plus puissant que n'importe quelle toxine. « Mais s'il meurt, ce sera de votre faute. Ce ne sera pas nécessaire, » dit Hélène calmement. Elle tendit la fiole à Léo. Avec des mains étonnamment sûres, il aspira le liquide sombre avec une aiguille et l'injecta dans la poche de perfusion qui gouttait lentement dans le bras d'Arthur. Et puis, le monde s'arrêta. 22 paires d'yeux, ceux des experts, ceux d'Hélène et de Léo, se fixèrent sur les moniteurs. Le silence était si dense qu'on pouvait entendre sa propre respiration, son propre cœur. Seconde après seconde, ils attendirent. La vie ou la mort. Le temps dans la salle médicale devint une masse élastique et torturante. 5 secondes, 10, 20, rien. Le bip du moniteur cardiaque continuait sa chanson funèbre, lente, irrégulière. Le corps d'Arthur restait inerte. La Drelambert fit un pas en avant, une lueur de triomphe malsain et amer dans les yeux. « Je le savais », murmura-t-elle à un collègue proche, la voix pleine de poison. « Ils l'ont tué. » Et puis, cela arriva. Un unique bip, mais différent. Plus fort, plus clair, brisant la séquence moribonde. Puis un autre. Et encore un. La ligne tremblante sur le moniteur sursauta, formant un pic en V aigu, puis un creux, puis un autre. Lent, mais indéniablement rythmé. Le chiffre indiquant la saturation en oxygène, qui était dangereusement bas, clignota et grimpa d'un point. Puis de 2. La poitrine d'Arthur se souleva dans une inspiration profonde, la première depuis des semaines qui ne semblait pas être une lutte, mais un acte de vie. Un soupir collectif, presque un sanglot de soulagement parcourut la pièce. Les experts passaient des moniteurs à Hélène, et de nouveau aux moniteurs, leur visage une toile blanche de pur choc. Leur science, avec ses billions de données, ses protocoles à millions de dollars et ses diplômes des meilleures universités du monde, avait été vaincu par un extrait d'herbe, mélangé dans un laboratoire poussiéreux par une agente d'entretien sur la base d'un carnet jauni. Le médecin de Tokyo retira ses lunettes, les nettoyant lentement, comme s'il ne pouvait pas croire l'image que ses propres yeux lui montraient. D'autres s'approchèrent des écrans, les touchant, vérifiant les données, essayant désespérément de trouver une explication logique, une variable qu'ils avaient manquée, n'importe quoi, qui n'impliquait pas la vérité humiliante et indéniable. La Drelambert était paralysée, la couleur quittant son visage jusqu'à ce qu'il devienne de la couleur du plâtre. Sa bouche était entr'ouverte, l'arrogance remplacée par un vide stupéfait. Elle ne regardait pas Hélène, elle ne pouvait pas.
La regarder serait comme regarder le soleil. Ce serait admettre l'ampleur de sa propre erreur, de sa propre et colossale cécité. Les heures suivantes furent surréalistes. Les médecins, autrefois protagonistes de ce drame, devinrent des seconds rôles silencieux. Ils surveillaient, ajustaient la perfusion, mais le vrai travail avait déjà été fait. Le remède suivait son cours naturel, organique et puissant. Hélène et Léo restèrent dans un coin, observés en silence par les experts, comme s'ils étaient les détenteurs d'un pouvoir mystérieux et ancien. À l'aube, Arthur bougea les doigts. Et puis, il ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus troubles et confus. Ils étaient faibles, épuisés, mais incroyablement lucides. Il parcourut la pièce du regard, vit les visages fatigués des médecins, et enfin trouva Hélène, debout près de la porte. Ses yeux se fixèrent sur elle un long moment, une question silencieuse en eux. Que s'est-il passé? Sa voix était un murmure rauque, le son écorchant sa gorge. Il y eut une hésitation. Personne ne voulait être le porteur de cette nouvelle, de l'aveu de leur propre échec. Ce fut le médecin de Tokyo qui, avec une profonde inclination, s'avança. « Monsieur Renaud, vous étiez dans un état critique. Nos méthodes ont échoué. » Il marqua une pause, respirant profondément et regarda directement Hélène. « Mademoiselle Dubois a diagnostiqué la cause de votre état, un empoisonnement par un champignon rare, et elle a préparé l'antidote qui vous a sauvé la vie. » Arthur absorba l'information en silence. Son esprit, bien qu'affaibli par la maladie, était toujours aussi vif qu'un rasoir. Il regarda Ladre Lambert, qui se tassa sous son regard. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais quelque chose de bien pire, une déception froide et analytique. Le regard d'un PDG évaluant une erreur de calcul catastrophique, une défaillance systémique qui avait failli tout coûter. Puis, il reporta son regard sur Hélène. « Vous, dit-il, la voix un peu plus forte, la femme de la conférence de presse. » Hélène sentit son visage rougir, le souvenir de l'humiliation revenant comme une vague. « Venez ici, s'il vous plaît. » Elle s'approcha du lit, hésitante, sentant tous les yeux de la pièce sur elle. « On me dit que vous êtes l'agente d'entretien, » continua-t-il, à voix basse. « Oui, monsieur, » répondit-elle. Il l'étudia un instant, son regard parcourant son uniforme simple, ses mains calleuses, ses yeux qui ne se détournaient pas des siens. « Merci, » dit-il. Le mot était simple, mais dans la bouche de cet homme, à ce moment-là, il avait le poids d'un empire, pas seulement pour m'avoir sauvé la vie, mais pour ne pas avoir abandonné quand tout le monde, y compris moi, vous a méprisé. Ça demande une force que je ne suis pas sûr d'avoir. La validation, venant de lui, devant tous ceux qui l'avaient humilié. Ce fut comme un baume chaud sur une plaie ouverte. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps vinrent enfin, mais elles n'étaient pas de douleur. Elles étaient de soulagement, de justice. Arthur balaya alors la pièce du regard, son autorité naturelle revenant à chaque seconde. « Je voudrais que vous sortiez tous maintenant. » L'ordre était silencieux, mais indiscutable. « Je veux parler avec mademoiselle Dubois. » Seul. La porte se referma, et le silence qui resta dans la pièce était différent. Il n'était plus tendu ou effrayé. C'était un silence d'introspection, lourd et plein de sens. Arthur s'ajusta dans le lit, le mouvement lent et douloureux. Pendant un long moment, il se contenta de regarder Hélène, non pas comme un patron regarde une employée, mais comme un homme sauvé d'un naufrage regarde la silhouette qui fait fonctionner le phare. « J'ai construit tout ceci, » dit-il, la voix faible, en désignant l'empire qui s'étendait au-delà de la fenêtre, en me basant sur une seule idée, que la nature était un système inefficace que je pouvais optimiser, un code que je pouvais réécrire pour être meilleur, plus rapide, plus fort. Il marqua une pause, la respiration encore superficielle. Je pensais que le savoir se trouvait dans les données, les laboratoires, les machines à millions de dollars. J'avais tort, et j'ai failli mourir à cause de ma propre arrogance. Ses yeux rencontrèrent les siens, sans filtre, sans barrière. J'ai regardé cette plante et j'ai vu un échec. Vous l'avez regardé et vous avez vu la vérité. Pourquoi? Hélène réfléchit un instant avant de répondre. Sa voix douce mais ferme. Vous n'avez pas vu un échec, monsieur Renaud. Vous n'avez rien vu du tout. Vous ne regardiez que ce que vous vouliez créer, pas ce qui existait déjà.
Elle s'approcha un peu plus du lit. Ma grand-mère n'était pas contre le progrès. Elle était contre l'oubli. Elle disait que la science moderne est comme un arbre avec des branches qui atteignent le ciel, mais qui a oublié qu'il a besoin de racines profondes dans la terre pour ne pas tomber à la première tempête. Je n'ai pas votre connaissance des branches, mais je n'ai jamais oublié les racines. Les racines, répéta-t-il le mot, comme s'il le goûtait pour la première fois. J'ai passé ma vie entière à couper des racines, pensant qu'elles me retenaient. J'ai ignoré des avertissements qui ne correspondaient pas à mes projections. Et j'ai méprisé le savoir qui n'était pas accompagné d'un diplôme. Il ferma les yeux un instant, la douloureuse prise de conscience plissant son visage. Adrelambert n'est pas la seule coupable ici. Sa maladie est la mienne, l'arrogance. La différence, c'est que la mienne a failli me tuer. Il rouvrit les yeux, et son regard était différent, plus humble. « Parlez-moi de votre grand-mère », demanda-t-il. « Parlez-moi de votre terre. » Et Hélène, pour la première fois, sans peur ni honte, parla. Elle parla de la ferme, de la beauté perdue, du fléau chimique qui l'avait réduite au silence, de son rêve de restaurer ce sol empoisonné. Arthur écouta, non avec la politesse d'un patron, mais avec l'attention totale d'un élève qui a enfin trouvé un professeur qui a du sens. Quand elle eut fini, il hocha lentement la tête. « Alors c'est ça. Il ne s'agit pas de choisir entre votre carnet et mes laboratoires. Il s'agit de les faire travailler ensemble, d'écouter à la fois le bip d'une machine et le murmure d'une feuille. L'humilité. » Il regarda Hélène, et pour la première fois, elle ne vit pas le milliardaire, pas le patron, mais juste un homme, reconnaissant et irrévocablement transformé. « Vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie, Hélène. Je pense que vous venez de sauver mon âme. » L'âme d'Arthur, une fois sauvée, ne se contenta pas d'exister. Elle agit. La transformation qui avait commencé dans cette chambre d'hôpital se propagea dans les couloirs de son empire comme un tremblement de terre silencieux, ébranlant ses fondations de verre et d'acier. La semaine suivante, lors d'une réunion d'urgence qui choqua le conseil d'administration, il annonça la création d'une nouvelle branche dans son entreprise. Une qui ne visait pas le profit, mais l'équilibre. La division de la sagesse de la terre, l'appela-t-il. Sa mission ? Rechercher et intégrer les savoirs agricoles traditionnels et durables avec la technologie moderne, non pas pour dominer la nature, mais pour collaborer avec elle. Et pour diriger cette division, il ne nomma pas un scientifique de renom ou un cadre du marché. Il nomma Hélène Dubois. La nouvelle tomba comme une bombe silencieuse dans l'institut. L'agente d'entretien avait maintenant un bureau avec une large fenêtre donnant sur les mêmes serres qu'elle nettoyait autrefois. Son nouvel uniforme n'était plus gris et informe, mais les vêtements qu'elle choisissait elle-même de porter. Son carnet élimé, avec les notes de sa grand-mère, n'était plus caché dans un chariot de nettoyage. Il reposait ouvert sur un grand bureau en chêne, comme le document fondateur d'une nouvelle philosophie révolutionnaire. Adrelambert ne supporta pas la nouvelle réalité. La présence quotidienne d'Hélène en tant que son égale, en tant que dirigeante, était un miroir qui reflétait constamment son propre et humiliant échec. Elle démissionna une semaine plus tard, disparaissant silencieusement du monde qu'elle avait un jour dirigé d'une main de fer. Léo, en revanche, s'épanouit. Il fut promu chercheur principal d'Hélène, le bras droit qui traduisait sa sagesse ancestrale dans le langage de la science moderne. Leur partenariat, forgé dans le secret et la peur, prospérait maintenant au grand jour, unissant le meilleur des deux mondes. Mais la plus grande transformation n'eut pas lieu dans les couloirs de l'Institut. Elle eut lieu sur un lopin de terre oublié et empoisonné à des centaines de kilomètres de là. Avec les ressources et le soutien sans faille d'Arthur, Hélène racheta la ferme de sa grand-mère. Elle ne se contenta pas de la restaurer, elle la ressuscita. Là où il y avait un sol stérile et silencieux, elle planta la vie, en utilisant les mêmes techniques qu'on lui avait enseignées dans son enfance. Et la terre, comme sa grand-mère l'avait promis, répondit à ses soins. La ferme devint un centre de recherche vivant. Un lieu où des étudiants du monde entier venaient pour apprendre à écouter le sol, à observer les plantes, à comprendre ce qu'est le véritable équilibre.
Hélène, la femme qui rêvait un jour de simplement retrouver son passé, construisait maintenant un avenir pour beaucoup, prouvant au monde que la plus puissante de toutes les graines est la sagesse, surtout quand elle est plantée avec respect et arrosée de courage. L'histoire d'Hélène nous rappelle que le plus grand savoir ne se trouve souvent pas dans les diplômes ou les laboratoires, mais dans le courage d'observer et l'humilité d'écouter. Si ce voyage de courage et de sagesse vous a ému, renforcez notre communauté avec votre like. Maintenant, je veux vous entendre. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville du monde vous nous regardez. Et si vous croyez que la vraie sagesse peut venir de n'importe où, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Le voyage ne s'arrête pas là. À l'écran, j'ai laissé 2 autres histoires sur des héros improbables. Choisissez-en une et continuez ce voyage avec moi.